Oui, présenter peut-être d'abord un petit bilan général ou ce que tu veux. Ce que je veux. Mais on est très heureux d'accueillir Bruno Coleman. On le connaît à peu près tous, CEO de la banque de Grove Petercam, membre de l'Académie royale de Belgique, professeur à l'université. Il était directeur de la Bourse de Bruxelles et membre du board de la Bourse de New York quand elle détenait Euronext. C'était en 2007-2008, en pleine crise financière. Et c'est d'ailleurs le début du livre de Bruno présente à la caméra. Je suppose que tout le monde le voit. Avec un premier chapitre qui s'appelle « Il pleuvait sur Wall Street ». Donc le livre s'appelle « Hypercapitalisme ». Il faudra peut-être expliquer ce qu'est ce hypercapitalisme, le coût d'éclat permanent. Alors on a demandé à Bruno de faire un peu les premières leçons de cette pandémie et ça rejoint parfaitement le contenu de son livre qui en parle également. Donc voilà, Bruno, à toi la parole. Voilà, d'abord, j'espère que vous m'entendez bien. Merci de m'accueillir. Et c'est la première fois, je crois, en 3 mois que je mets une cravate. Donc, ça mérite d'être signalé. Donc, merci de m'accueillir. Oui, le livre, en fait, c'est un livre que je n'ai pas écrit de manière rapide ou séquencée. C'est un travail d'1 an. Et j'ai voulu synthétiser une pensée qui parfois était, je pense, un peu inaboutie, en mettant bout à bout des parties de mon histoire, de ma famille américaine, et surtout une tentative d'explication de la différence criante entre le modèle anglo-saxon et le modèle européen, que je vais qualifier d'état social ou d'état providentiel. Et donc le livre aborde balaye plusieurs thèmes, la monnaie, la politique budgétaire, la politique d'investissement, la nature du multilatéralisme. En fait, l'idée du livre, c'est que, en fait, quand on distingue les États-Unis que je vais singulariser comme étant l'archétype du modèle anglo-saxon et qu'on l'oppose au modèle européen d'État social, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que ce qui distingue ces 2 modèles, c'est la mobilité du travail. La mobilité du travail, c'est-à-dire qu'en fait, le modèle anglo-saxon promeut cette mobilité absolue du travail qui doit se subordonner au capital, tandis que dans les pays européens, la notion d'État-providence suppose qu'au cours de la vie de tout citoyen, il y ait une interaction très forte entre l'État et l'individu, ce qui suppose bien sûr l'immobilité des personnes, puisque l'interaction ne peut s'exercer que s'il y a une proximité géographique entre l'État et la personne. Et quand on aborde c'est très rarement fait d'ailleurs, quand on aborde la différence des modèles sous l'angle de la mobilité des personnes, on a une grille d'explication assez limpide pour comprendre ce qui différencie encore plus les modèles. Par exemple, la mobilité du travail américaine suppose qu'il n'y ait pas de protection sociale. Parce que s'il y a une protection sociale trop importante, cette protection sociale va rendre les gens immobiles, voire va faire des assistés, et va donc être un obstacle à cette fluidité naturelle des humains en termes de déménagement et d'adaptation professionnelle. Par contre, en Europe, on veut une protection sociale qui est en fait à la fois la cause et l'aboutissement de cet état providentiel qu'on a voulu construire. Autre élément, quand on s'intéresse à la différence des modèles, c'est que les modèles n'arrivent pas par hasard. Le modèle américain, c'est le modèle jeune d'un pays qui a à peu près 4 siècles, on va dire 2 siècles d'activité, et qui est un pays continent qui a été fondé sur 2 phénomènes massifs, d'abord l'extermination des Indiens, et puis l'esclavagisme. Et c'est un pays en fait où les colons sont arrivés à l'est jusqu'à l'ouest, et quand l'ouest était atteint, ils ont commencé par toute une série de guerres à aller jusqu'au Japon. Et donc c'est un pays qui est en mutation permanente, et en fait qui a développé un modèle, une idéologie basée sur cette mobilité. En Europe, on a choisi la notion d'État social parce que nous sommes très différents et parce que les inflexions linguistiques, culturelles, religieuses des pays sont extrêmement différentes et donc l'État social est le reflet du particularisme des Européens. Ça, c'est un peu la trame du livre. En fait, ça explique que, si on pense à cette série d'analyse, on se rend compte aussi combien les gilets jaunes étaient une évidence à portée de main. J'en parle dans le livre, j'en ai parlé dans un ouvrage précédent, et sans savoir comment les pays allaient réagir à la crise pandémique, pourquoi il y a une telle différence d'approche.
rapidement, je passe sur les gilets jaunes et la crise pandémique pour refaire un peu d'histoire après. Les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui, à un moment, pour des questions de taxation de la mobilité, puisqu'on taxait leur mobilité obligée, aller au travail avec leur voiture, ont décidé de se réapproprier la notion de territoire. Ils ont voulu ralentir les flux des marchandises et des hommes en bloquant des routes, des péages, des ronds-points. Et donc, c'est une façon, en fait, de se réapproprier le temps du mouvement, et donc de se dire, mais finalement, je ne veux plus que ce soit l'objet d'une vague de mobilité qui m'est imposée, je veux me réapproprier mes lieux. Et donc, de manière quasiment métaphorique, les Gilets jaunes portaient en eux un message de décélération du rythme de la mobilité et de décélération du temps. Autre exemple, la réponse au Covid, très très révélateur. Donc, nos pays mettent, je trouve à juste titre d'ailleurs, l'accent sur la protection de l'individu. Et d'ailleurs, ce qui a posé problème en Europe, c'est la saturation. Oui, la saturation, il n'y a pas d'autre mot, de la capacité hospitalière, puisqu'on a voulu sauver le plus grand nombre de personnes possible. Aux États-Unis, quand on voit, et en Hollande aussi, et au Royaume-Uni, c'est pas un hasard, ce sont 3 pays protestants à la base, et dans certains pays nordiques aussi, d'ailleurs, comme la Suède, la première réponse a été l'immunité collective. Comme si, en fait, ce qui est très protestant d'ailleurs, comme si, en fait, ce n'était pas la protection de l'individu en tant que tel, mais la survie du groupe qui prévalait. C'est complètement différent. Mais l'immunité collective, ça suppose évidemment que certains succombent pour que d'autres puissent résister. Et on se rapproche extrêmement fort de l'idée libérale absolue, du darwinisme social, qui part de l'idée que ceux qui s'adaptent et où sont les plus forts sont capables de surmonter la crise. Et c'est finalement qu'avec retard que l'Angleterre et les Pays-Bas ont changé de vision. Et donc ça montre bien que dans des domaines qui paraissent très 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 éloignés de la réalité de la mobilité et des systèmes, on a en fait des logiques de réponse extrêmement différentes. Donc ça c'est un peu le livre et on en tirera après les conclusions. Mais je voudrais revenir à partie 2 de mon exposé pour faire un peu l'histoire. Parce que quand on s'intéresse à la différence des modèles européens et américains, on doit faire une plongée dans l'histoire, parce que le capitalisme est véritablement né avec la révolution industrielle, qui a commencé en 1775, 1780, et s'est vraiment déployé en 1850 avec les manufactures, les entreprises, un rapport au temps et à l'espace qui est devenu complètement différent, puisque les humains étaient auparavant éparpillés, étaient essentiellement investis dans l'agriculture, avec un temps cyclique qui revenait chaque année, et puis on les a placés dans des groupements d'hommes, des usines, des villages près des usines, avec une production qui est devenue linéaire. Donc tant l'habitat que le temps ont été modifiés, et le capitalisme ne peut pas être dissocié de la révolution industrielle. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord du capital pour investir dans des usines, et puis surtout parce que l'humain n'a plus été rémunéré par sa production propre, à savoir sa production agricole, mais par de la monnaie, par de l'argent, par du capital, qui était donc la contrepartie de son apport de travail aux propriétaires d'entreprises. Donc le capitalisme est né avec la révolution industrielle, et c'est cette révolution industrielle et ce capitalisme qui ont d'ailleurs donné naissance aux mouvements sociaux, et notamment à la théorie marxiste. Et Marx avait tellement bien compris cette notion de mobilité du capital à opposer à l'immobilité ou à la moindre mobilité du travail, que quand il a rédigé d'ailleurs à Bruxelles son manifeste du Parti communiste, il le termine en disant « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », comprenant que le travail serait perdant devant le capital, puisqu'il a été émité, non mobile, et qu'il fallait donc qu'ils s'unissent pour donner une réponse, on va dire, de même niveau au capital. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on est rentré dans le XXe siècle avec un niveau, une économie extrêmement libérale, finalement. L'Église en a été la grande perdante. Et en fait, entre 1900 et 1929, on va dire, on vit une période de grand libéralisme, qui est en fait une période, à part les 4-5 années de guerre, une période de prospérité absolue. La première vague de mondialisation a eu lieu entre 1895 et 1913. C'est-à-dire le niveau d'échanges internationaux de 1913, en proportion du commerce mondial, n'a été réatteint que 60 ans plus tard, en 1973. Donc la première vague de la mondialisation, c'était vraiment pour les personnes qui étaient fortunées, patriciennes, bien nées, on va dire, riches. C'était vraiment une période, le début du XXe siècle, une période de gloire absolument stupéfiante.
Et donc on a 30 années de libéralisme, dont la philosophie est plus ou moins partagée d'ailleurs dans tous les pays développés, à part, on le sait évidemment, les pays communistes qui ont une autre logique, mais qui échouera quelques 70 ans plus tard. Et puis, si on se limite vraiment aux pays occidentaux, on a la crise de 29, qui est en fait un traumatisme dont la profondeur, dont les stigmates, dont les cicatrices sont incompréhensibles pour les Européens, tellement les Américains ont trébuché sous cette crise, qui était une insulte à la supériorité convaincue de leur modèle. C'est-à-dire qu'ils avaient même en 19 instauré la prohibition. La prohibition a fait l'objet d'un amendement à la Constitution américaine, il faut se rendre compte, partant de l'idée qu'en fait, si les hommes étaient purs, étaient en bonne santé, eh bien la productivité américaine allait devenir la plus grande mondialement. Et donc 29, c'est un choc, et c'est un choc mal géré. C'est un choc qui est mal géré parce que les Américains, et d'autres pays aussi d'ailleurs, moralisent cette crise comme étant en fait la faute de la spéculation, de l'excès en tout. Et donc les Américains en fait se disent finalement il faut punir l'économie, il faut punir la finance, il faut punir la spéculation. Et donc les Américains donnent la mauvaise réponse à cette crise, donc ils ont mal posé le diagnostic. Et puis commence dans les années 30, en fait, on ne s'en rend pas bien compte, mais 40 années de keynésianisme. C'est-à-dire on ne s'est pas rendu compte qu'en fait, la grande récession a demandé une réponse étatique. Cette réponse étatique, en fait, a duré 40 ans jusqu'en 71, à la fin des accords de Bretton Woods, parce que si on fait l'exclusion des 4-5 années de guerre, on a vraiment une réponse d'État imposant dans tous les pays, États qui ont d'ailleurs aidé à la reconstruction européenne après la guerre, États qui ont accompagné la décolonisation, mais donc on a 40 ans de keynésianisme, d'intervention étatique. Et là, on rejette le libéralisme. Même les Américains, d'ailleurs. Les Américains ont des taux de taxation extrêmement élevés, ils sont d'ailleurs un peu partout. La reconstruction d'après-guerre est quasiment pilotée par les États. Et donc, on a une étatisation assez forte de l'économie. Donc, je résume les choses, on a 30 ans de libéralisme, 40 ans de vision un peu étatisée de l'économie, et puis commence la période isolationniste américaine en 71, dont Trump, d'ailleurs, n'est qu'une des scories. Hein. C'est une date très importante, c'est le 15 août 71, on va fêter les 50 ans l'année prochaine de cet événement. C'est les Américains qui sortent de Bretton Woods, qui disent finalement le dollar reprend sa liberté. Et commence une décennie innommable, maudite, les années 70, avec des chocs monétaires, financiers, d'endettement, pétroliers, sociaux, une mutation de l'économie industrielle vers l'économie de services, enfin une décennie absolument chaotique. Et d'ailleurs, on retrouve dans les années 70 ce qui avait été constaté au début des années 30, à savoir le chômage structurel de masse. Donc ces 10 années de césure, inqualifiables, sans idéologie finalement, voilà, d'économie d'accoutumance, de cabotage. Et puis arrive le néolibéralisme. Ça, c'est 79-80. Et j'en parle maintenant parce que on va faire le lien après avec la mobilité du travail. Le néolibéralisme, c'est quoi d'abord? C'est l'après-libéralisme. En fait, le père du libéralisme, on dit toujours que c'est Adam Smith, mais Adam Smith, c'est le père de l'économie libérale. Mais le père du libéralisme idéologique, c'est un certain Spencer, qui était un Anglais, qui avait lui-même développé cette idée de darwinisme social. Il était parti de l'idée finalement qu'on avait le droit de désobéir à l'État et que c'était les plus adaptables, les plus forts qui devaient être capables de survivre. Et donc commence un nouveau mode de pensée libéral qu'on appelle néolibéral, puisque on est loin des années du début du XXe siècle, avec, on le sait, les élections Thatcher et de Reagan en 79 et respectivement et en 80, et un postulat qui part de l'idée qu'on doit redonner au capital son attribut d'être dominant et que le travail va s'adapter au capital. Et donc on voit une économie qui renaît, qui apporte jouvence, innovation, créativité, tout ce qu'on veut. Et on se souvient en Angleterre combien le travail, les résistances du travail ont été combattues, enfin on se souvient pour ceux qui sont un peu plus âgés, des grèves de mineurs qui ont été cassées à l'époque. Et
on est rentré dans les années 80 dans un courant idéologique dont on n'a pas pris la mesure de l'envergure, parce que tout s'est fait par micro-oscillations, tout s'est fait par petits mouvements, par petites impulsions politiques. On ne peut pas dire que le néolibéralisme est venu en Europe en un jour. Il n'y a pas eu une élection précise. Oui, bien sûr, en Belgique, il y avait Verhofstadt qui vaguement braillait sur le libéralisme, mais il n'y a personne qui a pu dire c'est maintenant que ça a eu lieu. Donc ça s'est fait par micro-accoutumance, alors qu'aux États-Unis, en 1990, on signe ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui est un accord entre la Banque mondiale, le FMI et le Trésor américain, qui établit 10 principes de gestion, au terme desquels, finalement, il faut déréguler l'économie, il faut, comme a dit Lagarde récemment, décrasser le moteur, et il faut que l'État ait un rôle à minima. Et donc, on est rentré dans cette logique néolibérale qui, en fait, a fait perdre à l'État ses attributs. Et ce qu'on n'a pas compris en Europe, c'est qu'on a voulu à la fois maintenir l'État providentiel et bénéficier de la croissance économique liée au courant néolibéral. Donc on a voulu tout, quoi, l'argent, le beurre, l'argent du beurre et tout ça. Et donc on a commencé à se lancer dans un modèle de financement par l'endettement public, anticipant la croissance de demain pour pouvoir jouir du présent. On a disqualifié le domaine politique, d'ailleurs on se rend compte aujourd'hui, si on parle tellement de la restauration, même les plus extrêmes à droite parlent de la restauration de l'État stratège, qui est un peu l'objet de mon bouquin, c'est parce que les gens se rendent compte que finalement le marché ne peut pas donner réponse à tout. Mais on ne s'en est pas rendu compte à l'époque. Il y a même eu tout un courant de pensée qui est parti de l'idée qu'on pouvait gérer un pays comme une entreprise. Mais en fait non. Une entreprise, ça cherche de manière éphémère, ou parfois le monopole pour imposer le prix des biens et des services qu'elle produit, tandis qu'un État, ça doit gérer des valeurs, des équilibres sociaux à long terme. On ne peut par exemple pas mercantiliser la santé ou l'éducation, parce que sinon on a fait une situation épouvantable où tout serait à court terme, il n'y aurait aucun investissement dans le futur. Mais on ne s'est pas rendu compte de tout ça. On n'a pas, par exemple, dit aux gens que le modèle anglo-saxon demandait une certaine mobilité des personnes, et que si la mobilité n'était pas physique, elle devait à tout le moins être intellectuelle, professionnelle, et que sais-je. Et donc on arrive maintenant, voilà, on arrive au terme de ces 40 ans, donc 30 ans de libéralisme au début du XXe siècle, 40 ans de keynésianisme, ça fait 70, 10 ans de je ne sais pas quoi, d'entre-deux, et puis 40 ans de néolibéralisme, avec maintenant une économie mondialisée, qui a adopté le modèle de l'économie de marché, et mais dont les populations vont exiger une certaine régulation, parce que les populations se rendent bien compte que les biens publics ne peuvent pas répondre à uniquement des normes de mercantilisation, et qu'il faut absolument en arriver à une situation d'équilibre. Et donc on est vraiment au pied du mur maintenant. Et on a le choix, hein. On peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer qu'on adopte un modèle anglo-saxon de manière pragmatique, mais alors ça veut dire que la protection sociale va s'effondrer et on aura des troubles sociaux. Ou bien au contraire, ça c'est plutôt ma propension idéologique, je vais dire, ma propension, mon affinité, on va redéployer des États providentiels, mais providentiels de manière intelligente, c'est-à-dire pas des États qui donnent de l'argent à tout le monde dans n'importe quelle circonstance, mais des États qui retracent une ligne de démarcation entre, d'une part, ce qui ressortit ou privilège de l'État, j'appelle ça les biens publics, les investissements publics, la médecine, les soins de santé, l'éducation et que sais-je, et puis d'autre part, ce qui appartient à la sphère privée, c'est-à-dire tous les secteurs qui finalement sont en concurrence. Mais ma conviction, c'est qu'on va devoir trouver une sorte d'accord, de compromis, d'économie mixte, de troisième voie entre l'État et la sphère privée, pour pouvoir se projeter dans un projet de société à long terme. Parce qu'une société, quand on parle de son patriotisme, c'est une promesse de société, c'est un projet de société. Et donc, je crois qu'on va devoir faire une sorte de New Deal. Je ne parlerai pas de New Deal au sens de Roosevelt, évidemment, mais de New Deal entre les États et les marchés, entre les grandes entreprises, pour savoir comment est-ce que, qu'est-ce qu'on veut comme modèle. On ne peut pas exclure les entreprises de la sphère privée de ce dialogue. On ne peut pas non plus avoir une vision uniquement étatisée. Et donc, il faut une troisième voie. Ça, c'est un peu l'objet de mon livre. Et singulièrement, j'ai vraiment été étonné parce que donc, ce livre a été terminé au mois de mars.
Et j'ai dû ajouter une extrémiste une page sur le Covid que j'ai ajouté dans ce qu'on appelle le bon à tirer, hein, c'est-à-dire la dernière version. Mais je n'ai pas voulu en changer une ligne parce que finalement, le constat que j'avais dressé s'appliquait parfaitement à ce que j'avais vécu comme situation. Et alors, ça veut dire aussi en Europe des changements idéologiques importants. Ça veut dire que l'Europe est en train de filer vers un concept d'État-nation. Et même s'il y a un peu d'endettement commun franco-allemand, on verra bien ce que ça va donner, on est encore loin du compte. Hein. On voit bien qu'il y a une désagrégation européenne qui finalement, quand on juxtapose les cartes, est très proche du traité de Verdun qui avait séparé l'Europe entre les trois petits-fils de Charlemagne. Et on se rend compte qu'on va devoir aussi donner une nouvelle réalité à l'euro, qui est un sous-ensemble de l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce que j'en parle de l'euro? Parce que d'abord c'est un sujet qui me taraude depuis bien longtemps, et j'y ai consacré plusieurs ouvrages. Parce que l'euro, en fait, a été fondé, et on l'oublie souvent, sur le postulat de mobilité des personnes. On sait que pour faire une union monétaire, il faut trois conditions de base. Il faut la mobilité du capital, bien, on l'a. Il faut la mobilité des personnes, elle est autorisée, et puis ce qu'on appelle des politiques industrielles. Il n'y en a pas eu. Je prends un peu de café pour ne pas mourir étouffé. Et donc, la mobilité des personnes, elle a été postulée mais non constatée. C'est tellement... Donc ça veut dire qu'en fait l'euro était un projet néolibéral. On l'oublie ça. Bien sûr, on a maquillé tout ça, on a pris de la peinture, du ripolin, on a ripolisé les choses en disant c'est pour la paix en Europe. Moi, j'ai jamais compris pourquoi l'euro apportait la paix avec une population vieillissante et quasiment désarmée. Que c'était, oui, enfin, la réunification allemande, tout ça est vrai, mais dans le fond, idéologiquement, c'est un projet néolibéral. Parce que ça suppose que les gens bougent, que le pêcheur de sardines portugais ait travaillé en Allemagne dans les usines de voitures et que le capitaux allemand s'investisse en Portugal. Et donc on est parti de l'idée que le travail allait bouger en fonction des appels d'air du capital qui lui-même va plus vite que le travail. Mais c'est pas parce qu'on postule la mobilité du travail que le travail est mobile. On le sait, on parle des langues différentes, on a des attachements culturels, éducationnels, des biotopes extrêmement différents. Et donc, aujourd'hui, et c'est tellement vrai que quand il y a eu la crise de dette souveraine, il y a quelques années, on a voulu imposer à certains pays ce qu'on appelle des dévaluations internes, c'est-à-dire de réduire le coût du travail, qui est en fait, et réduire le coût du travail, ça veut dire quoi? C'est la même chose qu'on fait du rend plus mobile. Hein. Si on réduit le coût du travail, c'est-à-dire qu'on le fragilise. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une monnaie dont le principal objectif a été de préserver la valeur du patrimoine, préserver le pouvoir d'achat de la monnaie, avec cet objectif insensé d'inflation qu'il fallait combattre à tout prix. Et alors que maintenant, on devrait avoir une monnaie qui est plutôt opérationnelle pour créer de l'emploi. Et cette crise du Covid est une opportunité unique d'ailleurs de repenser l'euro, d'ailleurs on est en train de le faire, puisqu'on accepte maintenant que les pays commencent à investir dans le domaine productif, finance à part de l'emprunt, qui lui-même va être rescondé par la Banque Centrale Européenne. Et donc, on est en train, sans le dire, de changer l'idéologie de l'euro quasiment 30 ans après Maastricht, puisque c'était en février 92. Donc, cette crise, en fait, finalement, c'est une opportunité extraordinaire, nonobstant le drame d'avoir perdu tant de personnes. On a tous eu de près de loin des personnes qui nous étaient chères, qui sont décédées. Mais c'est une opportunité unique, je pense, de repenser cette troisième voie européenne dans un sens plus humaniste, plus respectueux, plus tempéré. Et je pense que si on ne saisit pas cette chance et que si on veut s'obstiner à avoir un modèle anglo-saxon extrêmement éreintant, on va avoir des troubles sociaux, c'est quasiment certain. Et je pense qu'il faut l'éviter, parce que la paix sociale est quand même le plus grand acquis qu'on puisse avoir. Voilà en quelques mots, je voulais partager avec vous, mais je propose qu'on fasse peut-être un échange maintenant, non? Ou Marc, je ne sais pas comment tu vois les choses. Oui, on peut passer aux questions. Moi, j'avais une première question peut-être sur la réponse des États et des banques centrales à la crise du Covid-19. On a déversé des milliards, bon, ça va coûter très cher. Les déficits sont en train d'exploser, les dettes publiques aussi. Qui va payer la facture de cette crise? Si je comprends bien, c'est la BCE qui va
il va jouer un rôle très important dans l'épongement des dettes. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est crédible ou pas? Je crois que c'est crédible. Enfin, en tout cas, on a déjà une chose qui est assez extraordinaire, c'est que comme aux États-Unis maintenant, on a un alignement parfait de la politique budgétaire, c'est-à-dire ce que les États créent comme stimulant économique, et la politique monétaire. Parce que les déficits budgétaires créent de l'endettement qui est acheté par la Banque centrale européenne. Donc on a un alignement politique parfait. Alors le seul risque d'avoir une création monétaire excessive, c'est deux. Le risque ultime, c'est la perte de confiance dans la monnaie. On n'a plus confiance, c'est la monnaie qui meurt. C'est comme le Zimbabwe, c'est comme le Venezuela, c'est comme l'Allemagne en 23. Et sous un registre plus compréhensible, c'est l'inflation. Parce que si on crée trop de monnaie, c'est pas que les biens deviennent plus chers, mais la monnaie dégorge, hein, comme une éponge qui a trop d'eau. Et donc, il faut plus d'unités monétaires pour acheter un même bien, parce que la monnaie est trop abondante. Moi, je crois que... Est-ce qu'on est en situation inflationniste? Non. Parce que la population est vieillissante, on est plutôt dans une situation potentiellement déflationniste et récessionnaire. Et la Banque centrale, aujourd'hui, a pris le contrôle des taux d'intérêt. Donc, qui vont devenir sans doute encore plus négatifs. Donc moi, je ne vois pas de danger, et si un jour il y avait un danger, ce serait donc un peu d'inflation, ce qui veut dire que les personnes qui ont investi dans des obligations d'État ou de dépôt bancaire vont payer, finalement, par un rendement négatif, le financement de la crise. Mais je crois que la plus grosse erreur, et c'est pour ça que ça me rend extrêmement nerveux quand je vois les postures politiques des uns et des autres, qu'on se dit qu'il faut taxer les grandes fortunes. J'entends ça tout de suite. Mais d'abord, c'est la mondialisation qui a créé la pandémie. Mais non, c'est pas la mondialisation, c'est la mobilité des personnes. Les gens ont bougé, ont pris des avions, ont éternué, que sais-je, se sont mouchés. Et deuxièmement, on n'a jamais vu une économie se relancer par l'impôt. C'est impossible. On est déjà en déficit de pouvoir d'achat. Il y a des grandes inégalités sociales qui se créent. Taxer le travail, ça n'a pas de sens, il n'y en a pas assez. Taxer l'immobilier, maintenant il faut le relancer. Taxer le capital à risque, il ne faut pas le faire, puisqu'il faut maintenant pousser les gens à investir dans des sociétés. Et on le fait d'ailleurs dans de différentes manières. Taxer la consommation, ça n'a pas de sens. À juste titre, on baisse la TVA sur certains biens. Donc, moi je pense que la crise va être payée par une érosion monétaire, mais à terme, pas immédiatement. En tout cas, le choc est d'une telle envergure qu'on n'a pas le choix, on n'a pas trop le choix de se poser des questions, de savoir ce qu'on veut faire. On n'a pas trop le choix, je pense. On fait bien. Mais le discours officiel, si je prends Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, centrale qui va résoudre la crise à elle seule, il en appelle déjà à des efforts dans les années à venir qui devront être faits pour résorber les déficits. Et donc ça passera soit par une réduction des dépenses, soit par une hausse de certains impôts. Si je comprends bien son discours à lui, c'est ça. Oui. Bien il cache quelque chose. Non, mais j'entends tout ça, mais chacun peut avoir son avis sur la question. Moi, je pense que j'ai une autre vision des choses. Moi, je pense que la seule valeur qu'il faut préserver, c'est la paix sociale, c'est l'harmonie. Parce que c'est ça qui est en jeu maintenant. Puisqu'il y a des personnes qui sont touchées, d'autres beaucoup moins. Et finalement, c'est un peu comme une guerre, un virus. Ça touche les officiers comme les soldats, les patriciens comme les plébéiens, les pauvres, les riches, enfin tout le monde. Voilà. Et on arrive dans une phase de vieillissement de la population qui va demander un support social extrêmement important. Parce qu'on sait qu'on a un problème de pension. Il n'a pas disparu, il s'est sans doute même aggravé. Et d'autre part, on a un manque de vivacité économique, de taux de croissance finalement extrêmement faible et largement négatif cette année-ci. Donc, si on fait peur aux gens en disant, écoutez, on va devoir lever des impôts dans le futur, il faut écouter que Macron a dit le contraire hier. Hein. Macron, enfin, j'écoute rarement Macron, il a dit explicitement, et il a raison évidemment. Si on dit aux gens maintenant, vous savez, vous allez devoir payer plus d'impôts et recevoir moins de biens sociaux, eh bien, ça va évidemment créer ça va créer évidemment... Ça va créer évidemment un impact exactement contraire, c'est-à-dire que les gens vont commencer à épargner. Oui. C'est ce qu'on appelle le réflexe ricardien,
qui d'ailleurs avait été utilisé par Herman Van Rompuy pendant la crise des dettes souveraines en disant on ne peut pas s'endetter parce que sinon les gens vont se dire qu'ils vont devoir payer cet endettement par de l'impôt et donc ils vont mettre de l'argent de côté, de l'épargne de précaution pour prévoir l'impôt supplémentaire. Mais soyons logiques, si on dit aux gens maintenant, vous savez quoi, l'avenir ça va être épouvantable. On va lever des impôts, on va donner moins de bénéfices sociaux, que vont faire les gens? Ils vont épargner. Ils vont donc accentuer le caractère récessionnaire. Donc, il faut quand même aligner les choses dans le bon sens. Et je comprends tout à fait la position de Pierre Runge. Il est garant quand même des équilibres macroéconomiques. Ce qu'il dit est parfaitement juste d'un point de vue de sa position. Mais moi, je pense que si un jour si on parle de refonder le pacte social, il faudra le faire à un certain moment. Mais c'est pas maintenant qu'on doit commencer à faire peur aux gens. Au contraire, je pense qu'on doit pousser les gens à consommer et à investir à risque. Ouais. Le même Pierre Runge a dit qu'un plan de relance de la Belgique n'avait pas de sens actuellement. Il dit que c'est pas nécessaire, on a déjà assez dépensé d'argent, il faut un peu voir ce qu'il en est au niveau de la réponse maintenant à la pandémie. L'idée, je crois que c'est que, oui, chacun peut avoir sa vision sur les choses. Moi, ce que je crois qu'il est important, c'est que l'État... aujourd'hui, les investissements publics ne représentent plus que 5% du budget de l'État. À peu près, j'arrondis, 10 milliards sur 200. Moi, je me demande s'il n'y a pas une capacité maintenant d'augmenter les investissements publics dans des partenariats intelligents avec la sphère privée, sachant que l'État a une capacité d'emprunt qui est libérée, on est sorti des critères de Maastricht, en tout cas temporairement, et que les taux d'intérêt sont nuls, voire négatifs. Donc, mais loin de moi l'idée de contredire Pierre Runge, d'abord c'est lui le gouverneur de la Banque nationale, c'est pas moi. Mais je pense que le problème, ça doit être fait à long terme. On ne lance pas des investissements publics à court terme. Il faut des années avant que ça ne crée de l'émulation économique. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire à plus court terme. On peut par exemple penser à l'isolation des bâtiments publics et privés. On peut redéployer certains secteurs de manière un peu plus précise. Moi, je pense qu'il faudra repenser le rôle de l'État. Ce qu'a dit Macron hier était quand même assez révélateur. Il dit qu'à un moment, voilà, il va falloir quand même que l'État reprenne le contrôle des filières, redéploie positivement l'économie. Ça peut se faire dans un partenariat intelligent. Je suis plutôt séduit par cette idée macronienne. Est-ce que le plus gros de la crise est derrière nous aujourd'hui? J'ai l'impression. Oui. J'ai l'impression. Je pense qu'il y a eu un choc. Il ne faut pas l'oublier, mais ce choc, c'est d'abord 10 000 personnes qui sont décédées. C'est quand même, parce qu'on a tendance à oublier tout ça, mais c'est d'abord 10 000 personnes, donc ça fait 10 000 personnes fois X personnes qui doivent pleurer un proche, qui n'ont pas pu faire leur deuil dans des conditions convenables. C'est gigantesque comme nombre. Et donc, je pense que sur l'angle sanitaire, la crise est derrière nous, parce que même s'il y a une seconde vague, on saura comment s'y préparer. Il va y avoir un second tour de crise économique qui aura sans doute lieu à l'automne, parce que des entreprises vont être poussées à bout de bras et vont sans doute souffrir. Mais à un moment, l'économie va lentement retrouver des bases stabilisées. Je pense qu'on aura une perte de PIB qui va dépasser 10%. Au début de la crise, j'avais dit 8%, tout le monde arrive de moi. Je me souviens sur un plateau d'RTL, tout le monde rigolait. On m'a dit, mais non, j'avais raison. Puis ça va être de 10 à 12%. Ça va repartir l'année prochaine de 7 à 8, on verra bien, mais partons d'une base plus bas. Donc on sera fin 2021, bien plus bas que fin 2019. Et l'autre chose qu'on oublie d'ailleurs, c'est l'économie en noir. Elle n'est pas comptée à la hausse, et sa baisse n'est pas comptée non plus. Mais dans mon avis, il y aura... Je pense que j'ai mon instinct, mais j'ai rien pour soutenir mon propos, mais mon instinct, c'est que le gros de la crise est plutôt derrière nous. Oui. Comment expliquer la réaction des marchés financiers, des marchés boursiers? Donc, dans un premier temps, on a perdu 40% quasiment en février-mars, et puis être remonté assez incroyable de 40% d'ailleurs, même si on est toujours un peu en dessous à Bruxelles au début d'année. Et maintenant, il y a une espèce de correction qui est en train de se mettre en place. À quoi est due cette correction? Au fait qu'il y aurait peut-être une deuxième vague du virus, ou bien qu'on est un peu trop optimiste sur les perspectives de remontée de l'économie? Comment expliquer? La chute a été liée à l'inconnu. On est rentré dans des
on a vécu à la fois une crise de l'offre et de la demande, ce qui est extrêmement rare en économie. Hein. D'habitude, les crises sont plutôt des crises de la demande. C'est-à-dire que la demande est bloquée, elle est grippée, elle ne prend plus. Une crise de la demande, c'est caractéristique des déflations. On repousse les achats, donc la demande n'est pas là. Là, on a une crise de l'offre et de la demande, donc c'est comme si on avait réfrigéré l'économie. Moi, j'assimile, le seul point de comparaison que je peux avoir, c'est l'invasion du 10 mai 40. Tout s'arrête. Bon, les gens s'arrêtent, les usines s'arrêtent, elles ne sont pas détruites, hein, mais elles le seront après, mais tout s'arrête. Et je pense que les marchés financiers ont réagi donc dans un premier temps par la sidération, mais très rapidement, les pouvoirs publics ont donné la bonne réponse. Dans le domaine bancaire, immédiatement, l'État belge, par exemple, a donné un système de garantie bancaire extraordinaire, tout de suite. Les banques centrales ont fait ce qu'il fallait au jour près. Donc 2008 a quasiment été salutaire pour vivre 2020, hein, parce qu'en 2008, on était aussi confronté à une situation particulière. Et donc les réponses politiques ont été données très rapidement, tant au niveau de l'Union européenne que de la zone euro et de la Banque centrale. Et cette réponse a aussi été synchronisée avec les différents pays. Il n'y a aucun pays qui a été dissonant. À crise mondiale, réponse mondiale. Et je pense que ça a rassuré les marchés financiers. Parce que, oui, il y a une conviction partagée que les États interviennent, que les banques centrales impriment de la monnaie, donnent de la liquidité à l'économie. Donc on fait exactement l'inverse de ce qui a été fait en 29. Si en 29, j'en suis convaincu d'ailleurs, mais je ne suis pas le seul à l'avoir dit, hein, Galbraith l'a dit, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, hein, mais, et notamment Friedman, ils l'ont tous dit, Keynes aussi. Et si en 29, on n'avait pas puni l'économie en contractant le crédit, on aurait pas eu la grande récession des années 30, on en serait sorti. Mais on a voulu, je le disais, donner une réponse moralisante. Mais en fait, c'était l'erreur. Et ça, tous les économistes qui sont de gauche, de droite, du milieu, d'en haut, d'en bas, disent la même chose. C'était une mauvaise réponse. D'ailleurs, ça a même conduit dans les années 30 à des déflations volontaires. Des pays qui se sont volontairement mis en déflation par une politique de franc fort pour la France ou même en Belgique, et ce qui a fait culbuter l'économie. Il y a un exemple très connu d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, il faut regarder ça sur Wikipédia, c'est passionnant, c'est la déflation de Laval de 1935, donc c'était lui qui était président du Conseil, donc on va dire Premier ministre à l'époque, avant Blum et son Front populaire, qui avait voulu une politique de franc fort, qui a conduit à ce que la production industrielle française en un an, malgré l'apport des colonies, baisse de 25%. Et donc, on peut identifier dans l'histoire exactement ces événements. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours été inquiet par les économistes qui plaidaient la rigueur budgétaire en crise. Hein. Il y en a quelques-uns en Belgique. Non, il faut se dire que parfois on doit dépenser plus pour sauver plus. Donc on peut rappeler qu'en 29, aux États-Unis, on a laissé tomber les banques en faillite. La Fed, qui était une jeune banque centrale, a remonté ses taux d'intérêt pour soutenir le dollar, ce qui était une erreur magistrale en fait. Magistrale. La banque, aux États-Unis, effectivement, la Federal Reserve a été créée en 1913 et sa création n'a pas été sans mal, hein, parce que c'était en fait le ressac de ce qu'on a appelé la crise des banquiers de 1907, donc ça a mis 6 ans, et crise très importante, qui est une crise de spéculation. Et en fait, le grand débat qui a eu lieu, mais j'avais traité mon précédent livre, en parlait, il y avait quand même un grand débat aux États-Unis de savoir si l'État devait se mêler ou pas de la création monétaire. Et en fait, le choix a été fait, il s'en mêle. Et effectivement, la Fed a augmenté les taux d'intérêt parce que l'idée avait été mal comprise, soit que l'information n'était pas bien synthétisée. L'idée était en fait que, comme en 1907, en fait, c'était les achats titres sur marge, donc on empruntait une partie des achats, avec créé la culbute de la bourse, et donc il fallait en fait monter les taux d'intérêt pour empêcher les gens d'emprunter. Et donc ça, évidemment, une augmentation des taux d'intérêt, ça ralentit le flux monétaire, ça contracte l'économie. Et donc, c'est pas ça qu'il faut. Effectivement. Donc je pense qu'on a donné la bonne réponse à cette crise maintenant. Mais vraiment, il nous reste du temps pour les questions. Alors, on peut commencer avec Luigi Cialarani.
Voilà. Louis, tu as une question pour M. Bonnet-Coleman? Oui, effectivement. Merci. Je voulais demander à M. Coleman, en fait, la situation telle qu'on analyse à la lecture de la presse, de mon point de vue, la suivante. Donc, il y a une épargne de précaution assez importante qui se fait au niveau de la population suite à la crise et à la peur qu'elle a constituée. Il y a une réserve excédentaire dans les banques qui commence à être quand même significative. Il y a une augmentation de la masse monétaire qui est due à l'impression des billets qui en est fait. Et ce qu'on ne voit pas, c'est les plans de relance qui vont de pair, je dirais, avec ce genre de situation. Ce que je crains plutôt, c'est un piège aux liquidités. Pièges aux liquidités qui auront pour conséquence un réinvestissement de la part de nos banques dans le marché financier, ce qui va encore provoquer plus d'incertitudes et donc moins de propension à investir et à consommer, ce qui est l'objectif final, évidemment, d'un plan de relance. Qu'est-ce que vous pensez de cette lecture, en fait? Oui, il y a un piège à la liquidité. C'est le moment où le piège à la liquidité, c'est quand les taux d'intérêt sont tellement bas que la politique monétaire devient inopérante. Je ne crois pas qu'on soit dans un piège à la liquidité, parce que aujourd'hui, je synthétise, hein, je fais ça à la grosse brosse, mais l'économie va créer 10 à 12, je sais pas, % de croissance en moins que les autres années. C'est l'État qui doit compenser. Et l'État donc donne du pouvoir d'achat à l'économie. Et ce pouvoir d'achat est lui-même financé par la Banque centrale qui tournait la planche à billets. Et donc, au contraire, j'aurais tendance à dire que la politique monétaire est opérante pour le moment, elle fonctionne. Elle fonctionne mais sous un autre angle. Parce que les autorités publiques ont repris le contrôle de la survie du système. Si les banques centrales n'avaient pas maintenant pas un technique si les marchés financiers avaient dû absorber la capacité d'endettement, faire l'endettement supplémentaire des États, je ne suis pas sûr que ça se serait si bien passé que ça. Donc, j'entends ton point, mais je pense qu'on n'est pas dans ce schéma-là. Intuitivement. Je ne veux pas la vérité révélée. Hein. Merci, Bruno. Voilà, je vais également céder maintenant la parole à Madame Tamar Julia-Paris. On vous écoute. Bonjour Bruno, Tamar. Bonjour Tamar. Bruno, je suis absolument d'accord avec toi que le facteur de succès pour demain, c'est la gestion des inégalités. Je crois vraiment que c'est ça qui est le driver. Si on pense à ça à chacune de nos décisions, je crois que on ira vers des solutions. Mais tu as dit quelque chose concernant l'Europe en disant on va vers une Europe d'État-nation. Hein. Et je voudrais un petit peu voir un peu quel est le rôle que tu lui vois demain, sachant qu'on ne pourra pas créer de la résilience à ces événements extrêmes que nous allons voir de plus en plus, qu'ils soient santé, le climat ou quoi que ce soit, si on ne crée pas des solutions qui sont uniques, qui sont moins chères parce qu'elles sont mises en commun, que si nous essayions de les faire tous indépendamment. Donc je voulais un peu voir avec toi comment tu voyais son rôle demain, parce que quoi qu'on en dise, elle a créé maintenant une inspiration qui serait dommage de laisser s'effondrer. Ah oui, bien sûr, non, mais je suis bien d'accord avec toi. Moi, je pense que l'Europe, c'est la synthèse de 2000 ans de combat, donc il faut absolument, c'est une valeur inestimable, mais l'Europe n'est pas une construction naturelle. C'est une vue, c'est un artefact, et l'Europe doit être soutenue par une certaine convergence humaniste. Et j'ai un peu peur quand même, et je me trompe peut-être, en fait, il va y avoir que cette crise va être qui pourrait d'ailleurs se conjuguer à d'autres crises, parce qu'on ne parle plus tellement des problèmes climatiques, on ne parle plus tellement des problèmes d'immigration, enfin, il y a beaucoup de problèmes dont on ne parle plus parce que c'est plus dans les journaux, mais j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des replis. Ouais, je ne suis pas très rassuré à ce niveau-là. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas repenser l'Europe à plusieurs vitesses, hein, avec un cœur de l'Europe qui soit peut-être à la base les 6 pays qui l'ont fondé, et puis une extension un peu modulable? Je ne sais pas très bien. Je pense qu'il y a véritablement un risque de... Enfin, je vais aller plus loin. Si on demande aux États de redevenir des États que je qualifie de stratèges, c'est-à-dire pas dirigistes, mais des États intelligents en bonne harmonie avec le pouvoir privé, avec les secteurs privés pour développer l'économie, alors il y a un risque que ces États stratèges deviennent un peu plus nationalistes. Je ne sais pas, à voir. Je ne sais pas si l'Europe serait capable de donner une réponse articulée. Par exemple, l'Europe a complètement échoué en matière de politique industrielle, que ce soit énergétique ou en télécommunication. Donc je suis un peu tracassé par ça. Je n'ai pas de réponse absolue. J'avais une dernière question pour toi aussi. C'était
Si on veut aller vers un monde qui sera plus vert, plus smart, plus fair, etc., il faut donner de la valeur économique à ces éléments qui, pour l'instant, sont non financiers. Hein. Et actuellement, toutes les comptabilités, tu les connais mieux que moi, hein, ne donnent de la valeur économique qu'à la valeur financière. Hein. Et je crois que c'est vraiment très important que nous travaillions à essayer de donner au capital climat, au capital humain, etc., une valeur financière que l'on puisse reconnaître. Hein. Sinon, on va toujours confondre la valeur de demain avec la valeur financière. On va toujours confondre la valeur économique et la valeur financière uniquement, alors que maintenant, il y a ces valeurs, le planète, valeurs people, etc., qui doivent se matérialiser, pas simplement par des actions, mais par de la valeur. Ben, c'est évident. Je pense qu'on va devoir mesurer le PIB un peu différemment. Hein. On va devoir intégrer les externalités. On va devoir... on peut pas, enfin, le PIB est calculé de manière quasiment ancestrale. Par exemple, il n'a pas de profondeur dans le temps. Le dommage fait à la Terre, par exemple, n'est pas comptabilisé. Au contraire, c'est même positif. Donc, oui, il va falloir... Mais je pense que ça prendra du temps. J'espère que l'écologie ne sera pas une matière qui va être écartée. Parce que tout le monde parle de croissance verte, mais personne n'a dit comment le faire. Mais c'est certain qu'il va falloir penser les choses un peu différemment. Moi, je pense que il va falloir mesurer, et c'est la valeur de ce qu'on appelle le non marchand. Oui, c'est ça. C'est ça, le non marchand. Quelle est la valeur d'avoir un bon médecin, d'avoir une capacité hospitalière, d'avoir un système d'éducation? Parce qu'on voit bien dans cette crise, hein, les soins de santé et éducation ont été mis en évidence. L'éducation, on n'en parle pas, mais on a demandé aux parents de s'occuper temporairement de l'éducation de leurs gosses. Et il y a des parents qui ont compris quelle était la valeur de l'école aujourd'hui. Parce que le télétravail au bec du matin au soir, en plus de devoir corriger les leçons, les devoirs, c'est autre chose. Et donc, pour moi, c'est ça, on va devoir donner une nouvelle valeur aux non marchands. Oui. Pour vous faire les échantillonnages qui se font actuellement sur les personnes qui ont travaillé en télétravail, combien voudraient rester en télétravail? On est plus ou moins à 75% qui voudraient rester par rapport à d'autres qui ne veulent pas rester. Mais je crois que si on faisait les mêmes questions au niveau des enfants, ils partent tous à l'école. Hein. Je crois que les enfants aussi sont très heureux quand on est à l'école. Oui. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que parfois on entendait des manifestations du non-marchand. Moi, j'ai jamais très bien compris ce que je jetais un regard, à me dire un tout petit peu... un peu fugace à tout ça, mais aujourd'hui on se rend bien compte que c'est ça, l'État en fait est essentiellement du non-marchand. Et enfin voilà, c'est une belle, enfin, au prix d'avoir eu 10 000 morts, c'est quand même une grande leçon civilisationnelle qu'on vient d'avoir. Hein. Oui. Il faut réfléchir avec tempérance. C'est une belle leçon et j'espère qu'on en tirera la valeur qu'il faudra. Oui. Merci Bruno. Merci madame. Sonia Conil, encore une question pour toi Bruno. Oui. Sonia, on t'écoute. Oui, voilà. La dernière question qui a été posée a déjà un peu répondu à ma question. Donc, c'est pas la première fois que j'entends que dans le futur, donc au sortir de la situation actuelle, on va devoir évoluer avec plus d'humanité, plus d'humanisme. Et je voulais savoir comment ça pouvait se concrétiser, à quel niveau ça va se passer, est-ce que ça va être de nature à calmer tous les mouvements sociaux actuels et comment nous, chaque individu, on peut y participer. On va certainement dans une situation d'instabilité sociopolitique, hein, c'est certain. Mais ça, c'était avant le Covid. Hein, on le sentait bien venir parce que on sent bien que les États étaient écartelés entre des populations qui demandent des biens sociaux, les retraites, soins de santé et autres, je viens d'en parler, et d'autre part des marchés qui leur échappent en partie. Et donc, l'État, la démocratie s'arrête aux frontières, le marché est mondial. Donc, il y a des effets de bord, il y a des tiraillements. Moi, je pense qu'il faut articuler les choses sous l'angle moral. Alors, la moralité, on le sait, est relative, mais je me suis toujours dit, de nouveau, je peux me tromper, mais que si, pour la plus infime décision, même pour la plus infime décision, on se disait que ce qui importe, c'est que la décision soit prise pour le bien-être des futures générations, on renverserait le temps. Au lieu de l'aspirer vers le narcissisme du présent, on déléguerait la période du temps au futur. Voilà, c'est ça que je me dis moi souvent. Et c'est donc, par exemple, moi qui ai quand même quelques activités académiques, le fait de
bien former ses étudiants, d'être un bon prof, d'investir. Et c'est une façon d'agir pour les futures générations, parce que finalement, ça marque un homme qui marquera peut-être ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et puis ça dure quelques temps. Et donc, si on pouvait chaque fois se dire, de passer ça à la moulinette de cette question, est-ce que c'est bien ou pas? Alors, évidemment, il y aura des personnes qui diront oui, non, parce qu'on n'est pas que des homo economicus, hein, on a tous des inflexions, des convictions, des combats politiques, sociopolitiques, etc. Donc, il n'y a pas de réponse uniforme. Parce que cette question pourrait paraître simple en disant est-ce qu'on doit trier les déchets? Oui, enfin, il y a d'autres questions que c'est à poser. Mais je pense que c'est une trame de réflexion intéressante. Parce que ça permettrait de rejoindre l'idée qui a été citée maintenant que peut-être on mesure mal le PIB. Ça permettrait d'incorporer dans la décision la valeur du futur. Et pas simplement s'intéresser à ce qui était révolu. Oui. Voilà. Mais bon, c'est facile d'un point de vue théorique, hein, mais d'un point de vue concret, si on me demandait de faire un texte là-dessus, je ne suis pas sûr qu'après 10 ans, j'y arriverai. Voilà, merci à vous tous. Nous arrivons pratiquement au terme de la conférence. Un tout grand merci à toi, Bruno, pour ton intervention. Toujours sympa et dynamique et vraiment enrichissante pour nous tous. Merci également à Marc Labrex d'avoir animé notre débat. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, on a un agenda également très chargé chez Ecofin. Il suffit d'aller sur ecofinclub.be. Demain, ça sera sur l'Espagne Covid-19 et la situation économique là-bas à 9h30. Mercredi, c'est postposé, c'était sur l'or, mais c'est postposé au 29 juin prochain. Et nous aurons d'autres conférences encore jeudi, vendredi. Et la semaine prochaine, Jacques Attali sera également avec nous, ainsi que M. Pierucci, qui a écrit le bouquin, donc Le secret américain. Voilà, donc un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une très très belle journée et rendez-vous chez ecofinclub.be pour lui. À très bientôt. Merci, au revoir, on peut applaudir M. Coleman.